le thème c'est la comparaison, d'accord? Donc l'intitulé c'était comment arrêter de se comparer en partant de cet état des lieux que finalement il y a beaucoup de comparaisons. C'est dans l'ordre des choses, c'est là, c'est présent. Et c'est pas toujours très stimulant et des fois ça peut même être vraiment au contraire nous réduire et nous empêcher de nous développer, de trouver nos ressources. Et donc du coup, la question très percutante, très intéressante de ce soir, c'était comment réussir à avancer, à laisser sa trace dans le monde, à écrire sa propre histoire sans être sans arrêt parasité par les histoires des autres, par les échecs des autres ou par les réussites des autres. Effectivement, on va aller à la découverte de ce monde-là interpersonnel, qui est passionnant. Alors, effectivement, on va commencer par l'état des lieux. Eh bien, on va d'abord réaliser que depuis toujours existe dans le monde ce qu'on appelle la jalousie. Et ça existe tellement et c'est tellement puissant, la jalousie, que ça a été sélectionné dans le best-of des 10, les 10 paroles. Les fameux 10 commandements qui sont plus 10 paroles, la brioute, que 10 commandements, à Seret Adibrot. C'est assez ignoré, mais effectivement, au même niveau que la croyance en un Dieu unique, eh bien on va avoir à la suite l'Otachmod, tu ne jalouseras pas. Et là on s'arrête, on dit what? Je veux dire, croire en Dieu, alors on peut tenter de faire tout ce qu'il faut, aller à des cours de Torah, et puis bon, il y a quelque chose d'assez intuitif dans la croyance en un Dieu unique. Et puis ensuite, alors le respect du Shabbat, le respect des parents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère. Bon, on les connaît plus ou moins, ce sont des actions. Et donc, tu ne dois pas faire telle ou telle action, ou tu dois respecter le Shabbat, respecter tes parents. Ok. L'Otachmod, on est en train de te parler de quelque chose qui se passe dans ton monde intérieur, tu ne jalouseras pas. Ça veut dire, et ça, c'est parmi le top 10, on a bien compris. C'est-à-dire que les 10 ont été sélectionnés, il fait partie du top 10. Et, sans surprise, on peut, entre nous, on est entre nous ce soir, si on faisait un petit vote à main levée, lequel est le plus dur à respecter, je crois qu'on voterait tous pour celui-là. Ça veut dire, j'appuie sur quel bouton pour ne pas jalouser quelqu'un. Dis-moi où ça marche chez moi. Je veux bien appuyer sur le bouton. Mais il s'agit juste d'une pensée. Jalouser quelqu'un, c'est une pensée. C'est-à-dire que j'ai juste vu son sac, je l'ai vu sortir avec son sac, il est trop beau son sac, j'en rêve depuis hyper longtemps. Et dans ma tête, je me dis, mais purée, mais pourquoi elle n'est pas moi? Bim, l'Otachmod. Attends, je ne lui ai pas fait de mal. Je lui souhaite même de le garder, qu'elle en achète 10, mais moi aussi que j'en achète 10. C'est tout. L'Otachmod, c'est hyper difficile. Si c'est dans le top 10, c'est qu'on est dans quelque chose de fondamental dans la structure de mon être, dans ma psyché intérieure, dans l'élaboration de ma personne, dans la réalisation de ma personne dans ma vie. Je suis dans quelque chose de fondamental. Donc, il y a ce fameux « tu ne jalouseras pas » et de là découle le mauvais œil, on t'a vu, etc. etc. Ce n'est pas le sujet de ce soir, ça sera un prochain sujet. Mais, effectivement, il y a une étape avant la jalousie. Là, je vous ai décrit les méfaits de la jalousie sur moi, sur l'autosabotage, la destruction intérieure, le fait de ne pas être satisfait du coup, le fait d'être toujours dans le désir, dans la frustration. Ok, les méfaits de la jalousie, ils sont bien connus. Pour celui qui jalouse et pour celui qui est jalousé, pour les deux. Il y a une étape avant la jalousie. Et c'est l'étape dont on va parler ce soir. L'étape juste avant la jalousie, c'est l'observation. Observer ce qui se passe chez les autres. On peut s'arrêter à l'étape d'observation, la comparaison, l'intitulé de notre cours, sans tomber dans la jalousie, c'est-à-dire sans se dire c'est exactement ça que je voudrais avoir. C'est exact, j'aimerais vivre sa vie, j'aimerais être à sa place, à lui, à elle. L'étape d'avant. Et en travaillant l'étape d'avant, ça va même nous aider pour la problématique de la jalousie. L'étape d'avant, c'est vraiment une étape d'observation du monde autour de nous. Et en fait, suite à cette observation, il va se passer on va faire une évaluation.
Alors je vous rassure, on la fait automatiquement. L'évaluation, c'est quelque chose qu'on fait tous automatiquement. On va évaluer notre vie par rapport à une mesure, arbitraire ou pas, de la vie de l'autre. Et on va donner des notes. Mais tout ça, je vous dis, ça se fait dans notre psyché sans qu'on le fasse attention. C'est presque un automatisme. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'évaluer, on a l'habitude de noter. Et donc, dans notre cerveau, on va se dire, ça, c'est mieux que ça. Ah, elle a fait cette école. Ah, elle travaille là-bas. Ah, lui, elle, ça y est, déjà, elle s'est engagée. Et lui, il a... Tac, 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 tac. Dans notre tête, il y a immédiatement des petites notes, voilà, plus ou moins. Et on se flagelle avec ça. Et moi, pourquoi ça ne m'est pas arrivé ? Et moi, quand ça m'est arrivé, pourquoi je n'ai pas pris la même décision ? Et pourquoi quoi ? Donc moi, je ne suis pas à la hauteur de ça et elle est à la hauteur. Et donc je veux moi. Et en fait, après, l'auto-sabotage est extrêmement rapide à se mettre en place. Alors, je voudrais m'arrêter en premier lieu sur ce qu'on vient de dire, sur cet outil-là qui s'appelle l'évaluation. Parce que c'est de là que ça commence. Il y a l'observation de ce qu'il y a autour de nous, ouais. Deuxièmement, évaluation. On pourrait observer de façon neutre. Non, on n'observe pas de façon neutre, on évalue. Alors, l'évaluation, effectivement, quoi ? Est-ce qu'il faudrait ne pas évaluer ? En fait, l'évaluation, c'est un outil très puissant qui nous a été donné à tous et c'est un outil de progression. Je m'explique. Quand Hachem a créé le monde, c'est bien connu, il a créé le monde non terminé. Il n'a pas fini. D'accord ? Il n'y a pas je sais pas moi, il n'y a pas d'arbre à bonne baguette française, n'est-ce pas ? Il y a du blé. Et puis, il va falloir faire tout ça. Il n'y a pas d'endroit où poussent des avions, des hélicoptères, des ponts. Il faut transformer de la matière première existante sur Terre pour fabriquer des maisons, des ordinateurs, des ponts, etc. Tout ce qui nous sert pour notre existence, pour le progrès de notre existence. Et ça, c'est l'objectif d'Hachem dans la création du monde. Asher bara Elohim la asot, on dit dans le Kiddush. Le monde que Dieu a créé, la asot, pour faire. Pour faire quoi ? Pour faire. T'es là pour faire. Comment tu fais ? Tu as un outil très puissant qui s'appelle l'évaluation. C'est-à-dire que automatiquement, on va être dans la performance, voire dans la concurrence. La concurrence peut être stimulant, d'accord ? Elle est un peu utilisée de façon abusive en France, en tout cas dans les classes de primaire et de collège. Ils sont en train tout doucement de revenir sur ce modèle, mais enfin, le modèle, vous voyez, le modèle, c'est tu as 10 de base et je t'enlève des points à chaque erreur. Ça veut dire qu'est-ce que je mets en avant ? Pas ce que tu as réussi à faire, ce que tu n'as pas réussi à faire. Quand on réfléchit au système anglo-saxon, enfin, le système français en tout cas d'aujourd'hui, c'est ça. C'est je t'enlève, je t'enlève, je t'enlève. Donc tu peux avoir 0 à une dictée. Quand tu es un petit enfant, tu peux avoir 0 à une dictée dans laquelle tu as fait plein de choses très bien et d'autres pas bien. Mais tu as 0. Donc tu es nul. Alors, ça, c'est le revers, évidemment, de l'évaluation. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas d'évaluation, alors ils reviennent là-dessus, hein, acquis, non acquis partiellement, vous verrez. Les joies des réunions de parents professeurs. Donc on s'est mis à la page acquis, non acquis, etc. Ce qui est mieux, réellement. Je sais qu'en Israël, ça ne fonctionne pas du tout comme c'est beaucoup moins cassant qu'ici, en France. Mais pour autant, est-ce qu'on peut se passer d'une évaluation ? On ne peut pas s'en passer. N'importe quelle chose que vous créez, un projet, un programme, une réunion, n'importe quoi de novateur que vous créez dans votre... que ce soit les éclairés, de créer un groupe de jeunes, on est forcé d'avoir un outil d'évaluation, de se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans un monde de réalisation et de progrès, et si ça ne fonctionne pas, il faut que ça fonctionne. Donc je vais mettre en place un outil pour vérifier que j'ai fait ce qu'il fallait faire, ou est-ce qu'on peut faire mieux, etc. Tous ceux ici qui font des études connaissent mieux que moi les théories et tout le jargon qui va avec tout ça. Maintenant, donc, c'est un moyen. L'évaluation, c'est un moyen de quoi ? Un moyen de créativité. Est-ce qu'on est d'accord ? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut évaluer dans le monde ? Qu'est-ce qui est évaluable ? C'est cette question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qui est susceptible d'être évalué ?
l'évaluation, c'est une quantité. D'accord? Même si c'est acquis, non acquis, c'est toujours une quantité. C'est plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du quantifiable. Le monde du quantifiable, c'est quoi? C'est uniquement, je dis bien uniquement, et c'est là qu'on décolle, vous restez bien avec moi, c'est uniquement le monde de la matière et du visible. C'est ce monde-là qui est évaluable. C'est-à-dire que je peux évaluer un salaire, l'argent, facile, la quantité, combien elle gagne. Ah, elle gagne plus, ah, elle, c'est mieux. Je peux évaluer les followers, ouais, plus ou moins, d'accord, donc ça fonctionne. Je peux évaluer, le nombre d'employés, combien de sites il a ouvert, combien. Vous voyez que je réponds toujours à la question du combien. Vous réalisez. On peut évaluer les universités, plus ou moins classées, etc., en fonction de notes. En fonction des réalisations de ceux qui sont passés par cette étape-là, par ce cursus universitaire. Donc, en fait, c'est un moteur qui existe et qui est nécessaire dans le monde du visible et du quantifiable, mais qui est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une fâcheuse tendance à prendre cet outil-là de l'évaluation et à le plaquer dans d'autres domaines qui, eux, ne sont pas évaluables. Qu'est-ce qui n'est pas évaluable ? Eh bien, en fait, ce qui n'est pas évaluable, c'est tout ce qui est invisible et non quantifiable. Et est-ce que c'est beaucoup de choses qui sont pas visibles et pas quantifiables ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont pas visibles et pas quantifiables ? Vous en pensez quoi ? Vous diriez quoi ? Énormément. Vas-y, développe. Énormément. Énormément, oui. Des exemples ? Si ce n'est les sentiments non évaluables, les pensées. Bon, voilà, vous êtes sur le chemin. En fait, à peu près, tout ce qui est essentiel dans notre vie n'est pas évaluable. Est-ce qu'on peut évaluer l'amour d'une personne pour une autre ? Est-ce qu'on peut évaluer sa gentillesse ? Est-ce qu'on peut évaluer son empathie ? Est-ce qu'on peut évaluer son intelligence humaine ? Le QI, c'est une très faible partie de l'intelligence. D'accord ? Est-ce qu'on peut évaluer le lien d'affiliation ? Est-ce qu'on peut, etc. Est-ce qu'on peut évaluer une pensée ? Etc., etc. C'est en fait pratiquement l'essentiel de notre être, qui est défini par notre être intérieur, n'est pas évaluable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ok, l'évaluation est un outil important pour nos réalisations et intéressant. Mais pendant de très 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 nombreuses années, on ne pouvait se comparer et s'auto-évaluer qu'uniquement par rapport à un nombre limité de personnes qui nous entouraient. Le village, le méla, le shtetl, ça vous parle ? Ceux qui sont cordonniers comme moi, ceux qui ont une épicerie comme moi. Aujourd'hui, on est passé à la multinationale, à l'international, à l'internet aussi. Et donc, au fait que tout est, d'abord, tout est partagé, tout est visible, et on a même presque l'impression que dans le monde aujourd'hui d'Insta, l'Insta c'est l'instantané, c'est que si tu n'as pas partagé ce que tu viens de faire, en fait, peut-être que tu ne l'as pas fait. C'est une vraie question philosophique. Est-ce que j'ai fait la chose que j'ai faite si je ne l'ai pas partagée ? Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ? Maintenant, si je l'ai partagée, est-ce qu'elle a été vue ? Si elle a été vue, est-ce qu'elle a été likée ? Si elle a été likée, combien elle a été likée ? Est-ce que vous voyez à quel point le monde de l'évaluation a pénétré notre existence la plus intime, la plus profonde ? N'est-ce pas ? Donc, ici, on est face à une réelle problématique, c'est que si à l'époque on devait faire face à un village avec lequel on se compare, ce qui n'est pas évident non plus, parce que le village, on vit, je sais pas, par tribu, et on se compare, etc. Pareil, je veux dire, tout n'est pas comparable, c'est même très peu comparable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a amplifié cette problématique, parce qu'aujourd'hui, tu ne te compares pas à ton village, tu te compares à la planète. C'est la planète qui vient, qui se présente à toi et tu dis, et toi tu es là, petit grain de sable, tu dis, attends, et moi ? Tout ça, le cosmos, l'univers, et il y a moi. Et en même temps, il y a à l'intérieur de toi un instinct de vie très fort qui a envie d'exister, qui a envie de laisser ta trace. Puis d'un autre côté, tu es envahi, tu es englouti par tout ça. Comment tu peux la ramener face à cet infini-là qui s'impose finalement, qui s'impose à nous ?
Alors, en fait, il faut qu'on essaye de comprendre quand est-ce que la comparaison, elle est motrice d'une action positive et d'une réalisation, et quand est-ce qu'elle est dévastatrice. D'accord ? De façon évidente dans l'intitulé du cours, comment arrêter de se comparer, évidemment. Du coup, on parlait, et c'était ton objectif, je pense, Charlotte, de toutes ces comparaisons dévastatrices qui, en fait, nous empêchent de nous réaliser, et pas celles qui sont un moteur. Alors, pour ça, évidemment, il faut que je comprenne qui je suis. Qui je suis, moi, qui ai besoin de l'évaluation. Moi qui ai besoin de dire j'ai réussi, j'ai marqué un but, j'ai eu 10 sur 10, c'est tout petit ça, marquer le but 10 sur 10, et puis ensuite j'ai réussi tel concours, j'ai été embauché dans telle boîte, je gagne tant, j'ai eu un échange avec New York, etc. etc. Et ça encore, c'est que dans la sphère, là, les exemples que je viens de donner, c'est dans la sphère professionnelle. Qu'en est-il de toute la sphère de notre psyché intérieure, amoureuse, des relations amicales, etc., etc. Ah, un tel a tant d'amis, moi j'ai moins d'amis, voilà, tout ça. Alors qui je suis, moi qui ai besoin de cet outil? Eh bien je suis, d'après ce qui est écrit dans la Torah, un mélange étrange mélange de matière organique, dans la Torah, poussière de la terre et souffle divin. Et la complexité de mon être, nos êtres, revient à ce mélange étrange, très osé, de prendre une matière organique, donc une partie visible et quantifiable, qu'on peut évaluer. On peut dire combien on pèse, combien on mesure, combien on a faim, quelle est notre couleur. Facilement évaluable, le corps. Mais il a été mélangé avec une parcelle de Dieu, ni plus ni moins, Chelek Eloka Mimal, un bout de Dieu. On sait tous que si je prends l'infini et que je prends un bout d'infini, combien il y a dans un bout d'infini? L'infini. Waouh! Donc Dieu, il prend un morceau de matière organique qui s'use, il le mélange avec un bout d'infini qui est l'infini, ni plus ni moins qu'une partie de lui. L'image qui est donnée par les sages, c'est une lumière immense et une flamme issue de cette lumière, qui elle-même elle éclaire, elle diffuse. Tu la mélanges avec la matière organique et ça c'est moi. Ça c'est toi. Donc une partie visible quantifiable, une partie invisible pas quantifiable. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce qu'effectivement, ce qui me constitue vraiment, ce qui me définit vraiment, c'est ce que tu disais, mon intériorité, mon monde émotionnel, ma psyché, et en fait, c'est pas quantifiable. Mais d'un autre côté, je suis dans un monde d'évaluation. Alors, comment je m'en sors avec ça? Alors, je voudrais d'abord vous citer un passage que j'ai découvert aujourd'hui du Rav Wolbe. Ce livre, c'est le Aléchour du Rav Wolbe, contemporain. Il est décédé il y a très peu de temps. C'est un livre, c'est une encyclopédie de la psychologie humaine, je pourrais dire ça comme ça, évidemment entièrement basé sur la Torah. Il passe en revue toutes les midotes, tous les traits de caractère que nous avons. Il nous donne des conseils très précis, comment faire pour travailler chaque trait de caractère. Et vers la fin du livre, vous voyez, il a toute une maréchette, tout un chapitre qui s'appelle « La vie ». La vie, ni plus ni moins que la vie. Et dans un des sous-chapitres de ce chapitre, il cite une Gemara, un passage du Talmud dans Brachot, dans le traité Brachot, page 8, qui dit comme ça, qui cite un texte écrit par le roi David, un texte dans lequel il commence son texte par le mot « Bachi Nafshi ». Bachi Nafshi, Nafshi c'est mon âme va bénir. Et en fait, il écrit 5 phrases, 5 textes qui commencent par Bachi Nafshi. Et la Gemara dit, pourquoi a-t-il écrit ces 5 occurrences concernant son âme? Et la Gemara de répondre, il a écrit cela pour parler de Dieu, Akadosh Baruch Hu, et pour parler de sa Neshama. Nafshi, c'est mon âme, ma Neshama. C'est une partie de l'âme, s'appelle le Nefesh, la partie plus basse. Et en réalité, dit le texte de la Gemara, il parle et de Dieu et de l'âme. Vous vous souvenez ce qu'on vient de dire? Que l'âme, c'est quoi? Une partie de Dieu. Mais alors, il dit pourquoi 5 fois?
Ben, 5 fois, bon, à part Khamsa, ça nous fait plaisir, c'est aussi une raison, mais à part ça, il dit, parce que Mahakadosh Baruch Hu Malek Kol Haolam, de la même façon que Dieu remplit le monde, la Neshama aussi remplit le corps. En fait, on nous fait ici 5 images absolument symétriques entre Dieu et le monde, mon âme et mon corps. Dieu, il remplit le monde, il fait vivre le monde. Qu'est-ce qui fait vivre mon corps jusqu'au doigt de pied? Qu'est-ce qui envoie de la vitalité à mon corps? C'est mon âme. Ok, deuxième élément, de la même façon que Dieu nourrit le monde entier, eh bien la Neshama nourrit tout le corps. Elle lui apporte de la vitalité, elle la nourrit aussi. Ma'akadosh Baruch Hu ro'eh ve'eino nireh, de même que Dieu voit et n'est pas visible, on est bien d'accord, il n'est pas visible, c'est pour ça que c'est si dur de prier, parce qu'on a la certitude qu'il a, mais il n'est pas visible. Eh bien de la même façon, la Neshama voit, mais est invisible, le fameux jeu de cache-cache de la Neshama. De la même façon que Dieu est tahor, est pur, la Neshama reste toute notre vie pure, peu importe ce que nous faisons, elle reste pure. Et enfin le dernier, de la même façon que Dieu est installé bechadre chadarim, dans un endroit reculé, eh bien la Neshama est installée dans un endroit reculé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il continue son développement. Rav Wolbe, il dit la chose suivante. Il dit ces 5 attributs-là, qui sont communs à notre âme et à Dieu, tous sont écrits de façon positive. Il nourrit, il envoie de la vitalité, il se trouve dans un endroit reculé. Sauf un. Vous vous souvenez lequel est écrit de façon négative? Dieu est invisible et notre âme, elle aussi est invisible. Et il pose une question très simple, il dit, on n'aurait pas pu dire, bon, Dieu, il voit, et voilà, il voit tout, notre Neshama aussi, elle voit tout. Pourquoi? Quelle est la nécessité de dire, et c'est invisible? Eh bien, il dit justement, c'est parce que toute la difficulté de notre existence ici, toute la difficulté de ça, du monde de la comparaison, c'est que en réalité, eh bien, on est dans un monde de matière où, et en fait, on croit ce que l'on voit, on croit ce que l'on évalue, et en réalité, l'essentiel, c'est la réalité spirituelle, dit-il, et le monde visible, mastir mipanenu, il cache devant nos yeux tout ce qui est invisible. C'est-à-dire que le monde visible prend tellement de place dans notre vie, même avant Insta, c'est juste plus, mais même avant, il prend tellement de place que ça cache l'essentiel, ça cache le monde invisible. Et alors qu'en fait, il dit toutes les bénédictions, toute l'abondance, tout ce qu'il y a de bon qui nous arrive dans la vie ne vient que du côté invisible. Et il continue aussi en disant, vous voyez comment les enfants, quand ils sont petits, un de leurs jeux préférés, c'est vrai, c'est le jeu du cache-cache. Moi, s'il y a un truc qui me fait fondre, c'est quand mon petit de 5 ans, il se cache là, derrière le rideau, et je vois ses doigts de pied en dessous, et que je joue Will et Hillel, et que je vois ses doigts de pied qui frétillent, et il est explosé de rire, et il est sûr que je ne le vois pas, et il kiffe, et on peut faire 150 fois ce jeu, 150 fois c'est kiffant. 5 ans quand même. Kiffant. Pourquoi c'est kiffant? Pourquoi ils adorent tellement, les enfants, le jeu du cache-cache? Ils adorent découvrir un monde dans lequel il existe des choses qui ne sont pas visibles. En fait, ils sont dans l'apprentissage de tout n'est pas visible. Dans un monde où tout a l'air d'être visible et on a envie de rendre visible, tout n'est pas visible. Et c'est vraiment un apprentissage qui est excitant. À notre âge, à quoi ressemblerait cet apprentissage du tout n'est pas visible et l'excitation du tout n'est pas visible à notre âge à nous, à l'âge où on essaye d'avoir un petit peu de maturité? Alors, en fait, on parle du nefesh, d'accord? Il bachin nafshi. C'est quoi le nefesh? Alors le nefesh, je vous l'ai dit, c'est la partie basse. Il y a la neshama. La neshama, elle est tellement profonde, et c'est une partie de Dieu tellement haute, qu'en fait, nous, ce que nous ressentons davantage, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est quoi? C'est
c'est le monde de la psyché, le monde émotionnel, le monde intérieur, donc invisible. D'accord ? Je ne peux pas, en vous regardant, je ne peux pas savoir qui ici est triste, qui ici est extrêmement excité, qui vient d'avoir sa demande en mariage, qui compte demain aller à un autre... C'est-à-dire votre monde intérieur qui vous anime profondément, est-ce qu'on est d'accord qu'il est absolument invisible ? Maintenant, le Nefesh va utiliser toutes les étincelles de la Neshama pour faire quoi ? Pour mobiliser le corps, pour faire agir notre corps. D'accord ? Donc je reprends, on a la Neshama, on a le Nefesh qui est notre monde intérieur, qui utilise la vitalité de la Neshama pour... C'est le cœur, c'est les émotions. Pour faire quoi ? Pour que le monde intérieur se dévoile dans notre monde extérieur, visible lui, à travers une pensée, une parole, une action, dans le réel. Et en fait, toute l'histoire de notre vie, de 0 à 120 ans, c'est passer de ce qui est le plus intérieur en nous, que ça puisse se dévoiler, se révéler dans notre psyché, puis se révéler dans notre corps pour créer un vécu, pour créer le réel, les actions que nous faisons sur Terre ou les paroles qui sont les nôtres sur Terre. D'accord ? Maintenant, la question c'est, est-ce que j'arrive à passer de ce qui est le plus intérieur, en passant les différentes et successives couches, vers le plus extérieur, c'est-à-dire l'acte réalisé? Est-ce que mon acte réalisé est, je vais le dire autrement, est le produit de ce qu'il y a à l'intérieur de moi ou pas? Parce que ça peut être parasité. Le Maharal dit une phrase extraordinaire, il dit « Toute la vie, tu sais ce que c'est la vie ? La vie, c'est passer, je dis dans ces termes, du koach el hapoal. » C'est quoi du koach el hapoal ? Koach, un potentiel, poal, du réel. Passer du potentiel au réel. C'est la définition d'être en vie. Le Maharal donne cette définition-là de la vie. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. En nous, il y a d'infinies ressources. Il y a un monde infini de possibilités. On a dit la Neshama, c'est l'infini, une partie de l'infini qui est l'infini. Donc il y a d'infinies possibilités en nous. C'est un état. Maintenant, ces infinies, est-ce qu'elles vont toutes produire quelque chose de réel ? Non. Il va falloir que ça passe par les différentes étapes par le Nefesh, le monde émotionnel, puis le corps, pour créer du vécu. On est d'accord ? Mon vécu, dans le meilleur des cas, est l'expression de ce qui se passe en moi. Mais ça peut être l'expression aussi de quoi ? Ça peut être l'expression de la pression sociale. Ça peut être l'expression du mimétisme. J'imite des gens autour de moi, ou je fais ce qu'on me dit de faire. Là, je vous cite Viktor Frankl. J'ai oublié de choper mon Viktor Frankl. C'est ma Bible, Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl ? Non ? Ouais. Retrouver le sens de la vie. En 2 mots, c'est un psychiatre qui a vécu 4 camps de concentration, psychiatre juif évidemment, qui a vécu et qui est à l'origine de la logothérapie, la thérapie par le sens. En donnant du sens aux événements de notre vie, eh bien, il guérit ses patients à travers le sens. Et Viktor Frankl, dans un de ses livres, Retrouver le sens de la vie, il écrit ça dans les années 60-70. Et il s'inquiète pour la jeunesse viennoise, il habite en Autriche, et il dit « J'ai le sentiment que la jeunesse est en train de vivre une vie dans laquelle ils tendent soit vers le conformisme, soit vers le totalitarisme. Dans le totalitarisme, on te dit quoi faire, tu obéis. Dans le conformisme, tu fais la même chose que les autres. Donc, soit dans un cas, c'est pas toi qui décides parce qu'on t'a imposé quelque chose, soit dans l'autre cas, tout simplement, tu as suivi comme un mouton le groupe. Et il dit, ces 2 écueils sont les pires écueils pour l'élaboration d'une intériorité épanouie. Parce que je ne suis pas moi-même. Je suis soit ce qu'on m'a imposé de faire, soit ce qu'on m'a montré de faire. Mais dans aucun cas, je suis ce que moi-même, la trace et l'impact que j'ai moi-même décidé de laisser sur Terre. Et donc, effectivement, alors,
l'objectif, c'est que nos paroles et nos actions soient justement en adéquation avec ce que nous sommes. Que je fasse, quand on dit je fais ce que je veux, mais que je fasse ce que je veux réellement. Pas ce qu'on veut pour moi, ou pas ce qu'on m'a imposé de vouloir, mais réellement, c'est ça l'objectif. Et en fait, pour que ce soit mon ratson, le ratson c'est le produit de mon nefesh. Mon ratson, c'est ma volonté. C'est quoi le mot ratson? Qu'est-ce qu'on entend dans le mot ratson? Dans le mot ratson, on entend le mot ratz. Ratz, ça veut dire en hébreu? Courir. Le ratson, c'est ce qui te fait courir. Ta volonté, c'est ta motivation, c'est ce qui te fait courir. Qu'est-ce qui fait que tu cours dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves et que tu as la pêche et tu as envie d'y aller? Il faut que ça provienne d'un endroit intérieur, de ta volonté intérieure, pas d'une volonté extérieure. Qu'est-ce qui va venir parasiter cette volonté intérieure? Les volontés extérieures. Le conformisme ou le totalitarisme. Alors moi, je voudrais, avec vous, réfléchir à cette idée-là de conformisme, à cette idée-là de la comparaison, se conformer, c'est-à-dire prendre la même forme que la forme de quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en plus que notre âme, elle est infinie et que nous avons d'infinies possibilités de réalisation, elle est aussi, et c'est tout autant important, n'oubliez jamais ça, elle est unique. Dit la Gemara, de la même façon que leurs visages sont différents. C'est une bonne question que pose la Gemara. Pourquoi on a tous des visages différents? Pourquoi? Pourtant, c'est les mêmes dans la structure générale, différents. Je ne sais pas si je suis la seule folle, peut-être vous aussi, quand vous êtes dans le métro, devant 200 personnes que vous ne connaissez pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé cette pensée de dire, là je vais voir des visages que j'ai jamais vus de ma vie, que je ne reverrai pas, et non, il n'y a que moi la folle, ouais, c'est bon, mais j'accepte. De se dire, toi tout le temps, ah voilà, je ne suis pas la seule folle, ça va, merci, cool. C'est une pensée, non, c'est une pensée extraordinaire. C'est une pensée peut-être folle, mais extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une pensée qui te pousse à être émerveillé par la diversité humaine. Et non, il y en a d'autres, je vois, il y en a d'autres. Et cette diversité, dit la Gemara, parce que la Gemara, du coup, elle est folle comme moi. Du coup, elle se dit, oui, comment ça se fait qu'il y a tellement de visages différents? Et elle répond, pour une raison. Pour une raison, il y a tellement de visages différents. Pour une seule. Sinon, on aurait pu être tous des clones. Tous des Miss Univers. Classe. Pourquoi? Pour se rappeler qu'à l'intérieur, c'est différent. Chez tout le monde. Chez tout le monde, à l'intérieur, c'est différent. C'est que pour ça. C'est différent et c'est unique. Alors, c'est quand la dernière fois que vous avez senti votre singularité? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti unique, mais vraiment unique? Dans des pays étrangers. Ah, dans des pays étrangers. Ouais. C'est intéressant, c'est-à-dire quand la différence est très importante, du coup la réalité c'est qu'on devrait se sentir unique et consistant et singulier tous les jours de notre vie. Parce que si je ne me sens pas unique, comment est-ce que je peux laisser une trace et une empreinte unique? Alors, il y a d'un côté un instinct à l'intérieur de moi qui a envie d'être unique. J'ai envie d'être spécial. Moi, j'ai inventé ceci de particulier, ou moi j'ai fait cela, et j'ai envie de me distinguer. Et c'est bien de se distinguer. Et d'un autre côté, il y a une force terrible, cette force d'évaluation qui est utilisée de façon négative, au lieu d'évaluer que le monde extérieur superficiel. Ça c'est ok. On évalue également l'intériorité, et du coup on tombe dans cet écueil-là, d'accepter d'être un parmi, de ne pas vivre sa singularité, et surtout que ce n'est pas mon ratson, ma volonté, ce qui me fait courir qui est à l'extérieur. Quel est le risque de ça? Que le vécu de mon existence soit un vécu qui n'est pas l'expression de mon être profond. Quel est le risque? Il est assez terrible, je vous le dis quand même, de jamais vivre sa vie. Et en fait, à un moment, de se retourner et de dire, mais c'est moi ça? Mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas comme ça que je m'imaginais. C'est pas ça que je voulais faire. Je ne suis pas en adéquation, je ne suis pas en cohérence avec moi-même. Et ça, c'est terrible. Donc il vaut mieux, quand vous êtes jeune maintenant, vous dire, attends, 30 secondes. Là, ce que je fais, quand je laisse une trace, une empreinte, dans le vécu, dans le réel, dans le poël,
Est-ce que ça vient du coarque? Est-ce que ça vient du potentiel, le mien? Ou bien est-ce que je suis le robot de forces extérieures qui m'ont manipulé? Peut-être que j'ai voulu me laisser manipuler. C'est ça le pire. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le film. C'est que peut-être qu'on accepte de se laisser manipuler, ou pire, qu'on cherche à se laisser manipuler pour pouvoir appartenir à un groupe, pour pouvoir avoir le hockey du groupe. C'est une des raisons. Quoi qu'il en soit, ce qui est établi par les psychologues, évidemment, c'est que quelles sont les personnes qui sont les plus conformistes, qui sont le plus dans la comparaison et dans l'adhésion suite à cette comparaison, ce sont des personnes qui ont une faible estime de soi. Autrement dit, nous tous. Une faible estime de soi parce qu'on a du mal à avoir le goût de soi, à sentir notre intériorité, à se sentir important, à exister. Et du coup, on va se laisser aller, on va facilement se laisser aller à un conformisme. Alors, ce que je voulais vous montrer, je vais prendre des extraits, je ne vais pas tout montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est la chose suivante. Il y a un test qui s'appelle, alors peut-être que vous les connaissez, c'est probable, parce qu'ils sont extrêmement connus, mais ils sont passionnants. Le test de H, l'expérience de H. Vous connaissez l'expérience de H? Non. Et l'expérience de Milgram, vous connaissez? Non? Oui? Un peu? Alors, en fait, juste avant de mettre l'expérience de H, qui est la moins grave, Milgram était l'élève de H, d'accord? L'expérience de Milgram, aujourd'hui on ne peut plus la faire parce qu'elle est interdite. Vous allez voir. Juste avant ça, moi je vais vous raconter l'expérience de Mariacha. Pas très, voilà, j'ai pas eu besoin de prendre des sujets et de faire des expériences à l'université avec. C'est une expérience une fois qui m'est arrivée comme ça. Il y a quelques années, et qui m'a fait beaucoup réfléchir sur notre comportement conforme. J'allais à un mariage, je sortais d'un cours, donc j'y allais tard, donc toutes les places du parking, Vincennes, je ne sais plus quelle salle à Vincennes, là-bas, dans le bois de Vincennes, le chalet ou je ne sais pas quoi là, tout le parking était rempli, impossible, et l'heure il était déjà super tard. Et je tourne, et là-bas, bon voilà, vous avez vu, c'est pas en ville quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai compris que ça servait à rien de tourner. Et je me suis dit, un grand bien face, il y avait un joli panneau interdiction de stationner sur une route, on va dire, qui longeait la salle, le côté du bois, entièrement vide. D'accord? Mais c'était entièrement interdit de s'y mettre. Et comme j'en ai eu marre de tourner, j'avoue, je m'y suis mise. Je me gare et je prends mon portable et je réponds à 23 messages en retard avant de courir. Ça m'arrive souvent, je prends mon portable pour parler, je dis ah mince, tout ça, ah oui, j'ai oublié de répondre. Donc je me mets à répondre. Donc je suis comme ça. Ça a dû prendre entre 5 et 10 minutes max. Je lève ma tête, je vois mon rétro et je vois derrière moi une vingtaine de voitures qui venaient de se garer derrière moi. C'est-à-dire qu'aucune n'avait osé enfreindre la loi comme moi. Mais il suffit qu'une personne, en l'occurrence, enfreigne la loi pour que les autres se conforment à cette loi que j'avais auto-inventée, on est bien d'accord, et disent, puisqu'elle s'est mise, on peut se mettre. Je m'y mets. Et jusqu'à aujourd'hui, je raconte cette histoire parce que ça m'a vraiment marquée. Parce que je me suis dit que moi, s'il y a un quart d'heure avant de commencer à tourner, il y avait déjà eu toutes les voitures, je m'y serais mise direct aussi. J'ai attendu un quart d'heure avant de décider quelle est ma propre décision en fait. Qu'est-ce que moi je suis d'accord de faire. Ça c'était mon expérience. Maintenant je vais vous montrer l'expérience de H. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais présenter l'expérience de H et les enseignements que l'on peut en tirer. C'est parti. Avez-vous déjà été influencé par le groupe? Par exemple, attendre derrière une caisse bondée sans oser aller à celle qui est libre juste à côté. Se mettre à courir en imitant une foule sans trop savoir pourquoi. Ne pas oser rentrer dans une pièce car plusieurs personnes attendent devant la porte. La tendance à se conformer au comportement du groupe a été étudiée par le psychologue Solomon Asch. Dans une expérience publiée en 1956, il démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Le protocole de l'expérience était le suivant.
Un groupe d'étudiants était invité à participer à un prétendu test de vision. L'examinateur demandait au sujet de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. L'exercice, très simple, consistait à identifier laquelle des 3 lignes de droite avait la même longueur que la ligne témoin de gauche. Les participants donnaient leur réponse à tour de rôle. 3 3 3 3 Il faut noter que seul l'avant-dernier participant du groupe était le sujet de l'étude. Les autres étaient des complices de l'expérimentateur. Leur rôle était de donner une mauvaise réponse à chaque fois. L'objectif était d'analyser comment le sujet allait réagir en constatant que le groupe n'était pas du même avis. L'expérience a montré que 37% des sujets finissaient par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices. Pourtant, lors de l'expérience témoin, les sujets indiquaient constamment les bonnes réponses lorsqu'ils faisaient le même exercice seuls face à l'examinateur. L'expérience fut réitérée à de nombreuses reprises et avec des variantes différentes, comme par exemple faire répondre le sujet en premier, demander à un des complices de donner des bonnes réponses, faire l'exercice par écrit, etc. Les résultats ont montré que dans la plupart des situations, les sujets répondaient correctement, excepté lorsqu'ils devaient soutenir des réponses qui allaient à l'encontre de l'avis unanime du groupe. Dans ces cas, ils avaient tendance à se conformer à l'avis de ce dernier, même si la réponse donnée n'était pas cohérente. L'expérience de H fait écho à un biais comportemental, celui du mimétisme de la foule ou comportement moutonnier. Nous avons tendance à nous comporter comme les gens qui nous entourent. Il s'agit du mécanisme qui explique les mouvements de foule ou encore les effets de mode. Ce mimétisme peut s'expliquer par divers facteurs. D'une part, nous essayons de nous conformer au comportement du groupe pour ne pas être perçus comme différents et ainsi ne pas prendre le risque d'être rejetés. D'autre part, le mimétisme est un comportement de défense naturel, inné et utile à notre espèce. Par exemple, si j'aperçois des individus affolés courir dans la direction opposée, j'ai tout intérêt à faire de même, car peut-être sont-ils en train de fuir un danger que je ne vois pas encore. En parallèle, le mimétisme peut expliquer pourquoi, dans certains cas, une foule peut ne pas porter assistance à une personne en danger. Dans une situation inhabituelle, les gens cherchent la manière de réagir en scrutant les autres. Or, si tout le monde s'observe et que personne n'agit, on tombe dans un état de passivité générale. C'est ce que l'on appelle l'effet témoin ou effet spectateur. Si l'on est victime de ce genre de situation, l'astuce est de ne pas s'adresser à la foule pour demander de l'aide, mais plutôt de cibler une personne précise. Dès que l'on donne la responsabilité d'action à un individu, il se détache généralement du comportement du groupe. Ainsi, le pouvoir du mimétisme s'atténue et d'autres individus commenceront à agir à leur tour. Pour résumer et conclure, l'expérience de H démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Nous nous comportons naturellement comme les personnes qui nous entourent. Juste avant de passer à la suivante, eux, ce qu'ils disent, je voudrais quand même apporter le point Torah extrêmement important ici. Eux, ils disent c'est parce qu'on veut appartenir au groupe, c'est vrai, il y a ça, mais ça n'explique pas tout. En fait, ici, ce que moi je voudrais rajouter de fondamental par rapport à cette réflexion, c'est qu'on est habitué, on est de moins en moins habitué à faire l'expérience de ce que j'appelle notre neshama, notre singularité, notre unicité. Le fait que l'évaluation se fasse sur le physique et qu'on est dans un monde physique matériel fait qu'on se met de ce côté-là et on oublie de faire l'expérience, tout simplement, je vais le dire comme ça, l'expérience de la spiritualité. Et en fait, l'expérience de la spiritualité, c'est l'expérience d'un individu unique. Et là, je voudrais juste vous rappeler, c'était il y a 2 semaines qu'on a lu l'Ech Lecha avec Avraham, l'émergence d'Avraham. Le premier nom d'Avraham, avant que nous soyons tous des Yehudim, nous sommes des Ivrim. C'est quoi un hébreu ? Eh bien, un hébreu, pourquoi Avraham s'appelle Avraham l'hébreu ? L'hébreu, parce que, dit Rachid, tout le monde est d'un côté et lui, il est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va à contre-courant. À contre-courant. Tout le monde pense d'une façon et c'est un agitateur, il pense d'une autre façon. Il y a quelque chose aussi d'intéressant dans le mot hébreu, ivri, c'est que c'est les mêmes lettres que le mot riboua, qui veut dire un carré, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le ivri, c'est celui-là qui ne rentre pas dans la case. Tu me crées une case, tu me dis c'est comme ça que tu dois être, ben, tu sais quoi ? Moi, je vais exprès sortir de la case. Et un peu plus tard, on retrouvera le mot ivri quand on parlera des femmes hébreux en Égypte, quand Pharaon décrète la mort des bébés garçons, donc normalement, taux de natalité 0. Et qu'est-ce qui se passe ?
baby-boon de fou. Et à ce moment-là, on appelle les femmes les hébreux, ivriotes. Être hébreu, c'est ne pas regarder la case. Alors regardez, il y a un mot incroyable, le mot ivria. Vous l'entendez, ivri, ivria. C'est Ever, Ya. Ya, Yud, He, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'au lieu de me tourner vers le carré et de rentrer dans la case, je me tourne vers ma spiritualité. Ivri et vers Yud. Je me tourne vers le Yud. Le Yud, c'est la spiritualité. D'accord ? Donc en fait, le moyen, évidemment, sur cette vidéo, ils n'en parlent pas, mais c'est l'objectif de ce cours, c'est que la seule possibilité qu'on a à survivre au principe du conformisme et du groupe, c'est à se tourner vers quelque chose qui est unique. Qu'est-ce qui est unique ? Le goût de moi. Quand on expérimente le goût de soi, ça devient addictif et c'est génial. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir la vidéo de 1000 grammes. C'est le lien que je t'ai envoyé, on va voir que le début. C'est très intéressant, c'est un tout petit peu plus long. C'est flippant. Aujourd'hui, on ne peut plus faire cette expérience. Vous allez comprendre pourquoi. Il parle, 1000 grammes et l'élève de H, et ils vont expliquer le contexte post-shoatique, etc. Mais on parle de la capacité d'un individu à obéir, l'obéissance. Je sais pas si... L'expérience de 1000 grammes est une expérience de psychologie visant à étudier la soumission à l'autorité. Elle a été réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. Milgram cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité. Il voulait déterminer le niveau jusqu'auquel la soumission à l'autorité primerait sur la conscience et l'éthique personnelle. Jusqu'où peut-on aller par obéissance ? L'expérience mise en place était la suivante. Des sujets volontaires, rémunérés et recrutés par annonce, étaient invités à participer à une étude sur les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. Cette étude prenait la forme d'une expérience qui faisait intervenir 3 acteurs. Un premier sujet, l'élève, qui devait effectuer des exercices de mémoire. Un second sujet, l'expérimentateur, qui devait sanctionner l'élève s'il faisait des erreurs en lui octroyant des décharges électriques. Il y avait enfin un animateur qui était le responsable de l'expérience. L'expérience se déroulait ainsi. L'animateur accueillait les 2 sujets, il leur présentait le but et le déroulement de l'expérience. Puis, il tirait au sort les rôles. Le sujet désigné comme l'élève était attaché sur une chaise et on lui mettait une électrode dans la main. L'expérimentateur, quant à lui, était installé dans une salle aux côtés de l'animateur, devant une impressionnante machine. La machine comportait une rangée de 30 manettes qui s'échelonnaient de 15 à 450 volts. Les manettes étaient assorties de mentions allant de choc léger à choc dangereux. Une fois les sujets installés, l'élève commençait à effectuer des exercices de mémoire. À chaque erreur, l'expérimentateur actionnait une manette qui octroyait une décharge à l'élève. À chaque erreur, l'intensité de la décharge augmentait. L'objectif affiché était de déterminer si les décharges électriques pouvaient stimuler la mémoire de l'élève. En réalité, le véritable sujet de l'étude portait uniquement sur l'expérimentateur. L'élève et l'animateur étaient des acteurs et complices de l'expérience. Le tirage au sort était bien évidemment truqué. L'élève ne recevait aucune décharge et ses réponses et ses réactions étaient préenregistrées. En fait, l'objectif était de déterminer jusqu'à quel point le sujet pourrait obéir et suivre les instructions de l'animateur. Le rôle de l'animateur, l'autorité légitime de l'expérience, était de pousser l'expérimentateur à envoyer des décharges électriques, quoi qu'il arrive. Les résultats furent stupéfiants. Les enquêtes réalisées avant l'expérience par des médecins psychiatres estimaient que seul un sujet sur 1000 actionnerait la décharge de 450 volts. Ils estimaient également que la moyenne des chocs maximum reçus serait de 150 volts. Lors des premières expériences, réalisées avec 40 sujets, 63% d'entre eux infligèrent à 3 reprises un électrochoc de 450 volts. La moyenne des chocs maximum reçus était de 360 volts. Tous les sujets infligèrent au moins une décharge de 135 volts. Et aucun sujet ne refusa de participer à l'expérience. En parallèle, il faut aussi noter que les sujets montraient des signes de stress évidents. Les premiers signes de tension se manifestaient vers 75 volts lorsque l'élève commençait à donner des signes de malaise.
Mais malgré leur première réticence, la plupart des sujets continuèrent à octroyer des décharges. Milgram a constaté que plus l'intensité des décharges augmentait, plus l'expérimentateur était hésitant et nerveux. Les sujets étaient tiraillés entre les souffrances de l'élève et le fait de devoir obéir. Milgram a tout de même qualifié ces résultats d'inattendus et d'inquiétants. Voici l'analyse qu'il a formulée. Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal, car elle est un comportement inhérent à la vie en société. Néanmoins, il considère qu'elle devient dangereuse lorsque les individus obéissent aveuglément. C'est-à-dire que le degré d'obéissance est tel que le pouvoir de l'autorité prime sur la conscience personnelle. Or, dans son expérience, le niveau de soumission à l'autorité était tel que la majorité des sujets ont obéi au point d'envoyer une décharge potentiellement mortelle. Pour Milgram, cela peut s'expliquer par le fait que les sujets se déresponsabilisaient de l'acte sous couvert de l'autorité. Dans le cadre de l'expérience, l'animateur représentait l'autorité compétente du fait qu'il était présenté comme le responsable de l'expérience. Les sujets pouvaient donc penser qu'il savait ce qu'il faisait, car il était le garant du bon déroulement de l'étude. Ainsi, il pouvait avoir tendance à lui obéir en toute confiance. Néanmoins, Milgram soutient que lorsqu'un individu se conforme à une quelconque autorité, il est tout de même conscient de réaliser les désirs de l'autorité en question. Autrement dit, en obéissant à un ordre, on est conscient de réaliser la volonté de l'émetteur de cet ordre. Cette attitude nous permettrait de freiner le pouvoir de l'autorité. En effet, lorsqu'il y a un conflit entre les ordres reçus et notre éthique personnelle, le niveau de nervosité augmente. Lorsque la tension devient insoutenable, nous désobéissons purement et simplement. Dans l'expérience de Milgram, l'état de nervosité des sujets était la manifestation du conflit entre leur conscience personnelle et les ordres du responsable. Milgram a jugé les résultats d'inquiétants, car la soumission à l'autorité était si forte que les sujets ont continué à obéir jusqu'à administrer des décharges potentiellement dangereuses. De nombreuses variantes et de nombreuses reproductions de l'expérience ont été menées et ont permis de valider ces résultats. En conclusion, on peut dire que l'expérience de Milgram a permis de mettre en évidence l'influence de l'autorité sur notre comportement. L'expérience possède bien évidemment ses détracteurs. Certains ont critiqué la validité du protocole, d'autres ont critiqué l'impossibilité de généraliser les résultats à des situations réelles, certains ont même soutenu une potentielle manipulation des résultats. Quoi qu'il en soit, son étude reste l'une des plus célèbres expériences de psychologie sur la soumission à l'autorité. Milgram qui est juif, H qui est juif, bon évidemment, H c'était un peu avant, mais lui Milgram, dans quel cadre il a fait ça? Il a fait ça en 63, et en 60, il y avait le procès d'Eichmann, où le Mossad a réussi à l'attraper, et ça a été un procès très médiatisé, tout le monde entier suivait son procès, et quelle a été sa ligne de défense du début à la fin, vous le savez? L'autorité, j'ai obéi aux ordres. Et suite à ça, Hannah Arendt, la philosophe, a parlé de la fameuse banalisation du mal. Bon, évidemment, il a été exécuté, heureusement, mais je pense que c'est intéressant de voir ça quand on... en fait, c'est la caricature du problème que nous évoquons. La caricature de ce problème, c'est la pression sociale. Mais à un plus faible niveau, c'est ce que nous vivons quand on veut se conformer ou quand on se compare et que du coup on se sabote, ne serait-ce que ça, qu'on s'évalue négativement, c'est du fait de tous ces parasites autour de nous qui nous poussent à... Je veux juste finir avec ce verset qui va nous aider tous à faire l'expérience du goût de nous. J'appelle ça l'expérience du goût de soi. Je vous dis, elle est fabuleuse cette expérience. Pour ça, il faut effectivement apprendre à désobéir. Entre parenthèses, les années 70, ça a été la désobéissance, les années folles, le punk, etc. Mais juste, quand même, de préciser, ces années de désobéissance, avec mai 68, etc., moi, je suis un peu déçue, dans le sens où finalement, ok, alors maintenant, je vais montrer à tout le monde que je mets mes cheveux en l'air et que je les peins en jaune. Ouais, super. Et même, on va déchirer nos jeans. Ouais, génial. Ah, t'es vraiment spécial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, finalement, ce qui a été, c'était bien ce réveil d'authenticité, mais j'ai pas l'impression qu'en portant un jeans déchiré ou en ayant les cheveux peints ou en mettant des piercings et des comment on dit, des tatouages un peu partout, on crée une singularité.
Et en fait, la singularité, c'est pas quelque chose qui est visible à l'extérieur, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui s'exerce et qui donne le goût de l'exercer encore et encore et encore. Le seul moyen d'atteindre sa singularité, c'est d'atteindre son être intérieur. Il n'y a pas d'autre possibilité, qu'on soit juif ou non juif, hein, peu importe. Et quand on est juif, qu'on a la chance d'avoir la Torah et d'avoir une telle possibilité de développement intérieur, bon, ben il faut que ce soit une autoroute. Et alors je finis avec ce verset. C'est un verset qu'on chante le vendredi soir dans Eshet Raïl. Vous savez, ce fameux chant de la femme vertueuse qui arrive à faire tellement de choses. Ben, entre autres, elle est comparée, imaginez-vous, voilà, cet homme amoureux, aime sa femme, revient de la synagogue, il est tellement heureux, cette belle maison, cette belle tablée. Il veut faire une ode à la prunelle de ses yeux à sa femme. Et donc il va lui dire « Haïta keoniot socher ». Elle est telle, quoi ? Elle est telle des vaisseaux marchands. Elle est telle des bateaux marchands. C'est beau hein, comme compliment. Mais maintenant tu l'as dans ta poche, direct. Prochaine fois que tu as l'occasion, tu sais quoi, tu me fais penser à un vaisseau marchand. C'est quoi ce compliment ? Haïta ka'oniot socher, c'est le sujet de ce soir. Onia c'est un bateau. Oniot c'est le pluriel de bateau. Ok ? Des bateaux. Socher, marchand. C'est-à-dire qu'ils vont d'un endroit vers un autre endroit pour faire du commerce. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Oniot, dit le texte, les commentateurs, c'est quoi ? C'est le pluriel de Onia, mais c'est aussi le pluriel de Ani. Ani, c'est quoi ? Moi, je. Ani, en hébreu, c'est An Sheli, c'est ma direction. C'est qui, moi ? C'est la succession des décisions que je prends, ma direction. Oniot, pourquoi est-ce qu'on compare mes Ani ? C'est quoi mes deux Ani ? Il y a un Ani extérieur, celui que vous voyez. Qui elle est, elle ? Ah, elle fait ça dans la vie, elle gagne tant, elle sort avec un tel, elle se marie à telle date et elle a ça comme objectif. Ani extérieur, elle a un autre Ani, n'oubliez pas. Infini et singulier, intérieur. Il y a donc deux Ani à l'intérieur de toute personne. Dire sur cette femme merveilleuse qu'elle est telle ce vaisseau qui sait d'où il va et où il vient, eh bien, c'est dire que ces deux Ani qui sont à l'intérieur d'elle ont su résister à quoi ? Un vaisseau, c'est quoi ? C'est sur la mer. La mer, c'est un mouvement qui t'emporte. C'est le mouvement de la masse. C'est par excellence le mouvement de masse. Si le bateau n'a pas de moteur et n'a pas de direction, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être emporté par le courant. C'est ce qui peut nous arriver à tous. On est dans une masse, grande masse, et puis le courant va nous mener là où il nous mène. Et il y a une autre option, qu'on soit un vaisseau marchand, qu'on sait d'où on va et d'où on vient et où on va, et que malgré les courants, on soit capable de naviguer à contre-courant. Et je finis juste avec cette question. Si on a une intériorité tellement infinie, tellement belle, pleine de ressources, si on a effectivement notre âme qui est une étincelle divine, alors il y a un grand principe, c'est que l'âme, telle la flamme qui pointe vers le haut, notre âme, elle a envie de sa source. Quelle est la source de notre âme ? Dieu. Heureusement, elle ne retourne pas là-bas. Qui c'est qui l'accroche ? C'est le rôle du corps. Et toi, sinon, dit le texte du Balatania, elle partirait. C'est comme la mèche qui accroche la flamme. Il n'y a pas la mèche. Donc elle reste. J'ai une question. Puisque notre âme, elle a tellement envie de spiritualité, elle a tellement envie de sens en fait, d'authenticité, de singularité, d'être elle, qu'est-ce qui nous empêche, à nous tous, de pratiquer ? En vrai, j'ai pas besoin de scanneriser qui que ce soit. En vrai, on a tous envie d'une vie complètement adéquate à la Torah. Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est quoi les Yetzer Hara ? C'est-à-dire, on va le dire autrement, c'est quelque chose à l'intérieur de moi dont l'objectif est de vivre à ma place ma vie. De me faire croire dans un niveau fantasmé, imaginaire, que c'est ça la vie. Et qu'est-ce qu'il utilise comme outil, entre autres ? Un outil que moi je connais, qui est très, très puissant. Tous, le regard.
Mais de quoi je vais avoir l'air? Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais qu'est-ce qui va se passer si? Mais comment est-ce que je pourrais justifier que? Mais non, mais en réalité, il y a... Et toutes ces phrases-là, qui sont des phrases issues du conformisme, elles sont là. C'est important qu'elles soient là. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de réussir à faire le tri, à sélectionner quelles sont les phrases qui viennent de l'extérieur et quelles sont les phrases qui viennent de l'intérieur. Et donc c'est positif, c'est-à-dire il faut qu'on exerce notre liberté, notre libre arbitre, de faire le tri de tout ça. On a tous envie de goûter le goût de nous. Ben pour ça, on va monter dans un vaisseau marchand et on va empêcher la mer d'être un courant qui nous emporte. J'ai pris l'exemple de la Torah et de la pratique, mais Maalia, j'ai envie de faire Maalia, disons. Ah mais non, on m'a dit, mais t'es folle, tu sais pas. J'ai envie d'aller faire un échange dans tel endroit, un échange universitaire, etc., etc. En fait, quel que soit... Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on a envie, il faut le faire instantanément. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on a envie, il faut repérer. Est-ce que c'est moi qui ai envie ou est-ce que c'est l'extérieur? Ah, et j'ai oublié une... Il y a un seul cas qui ne répond pas à tout ce qu'on vient de dire. Il y a une seule... comment on dit? Exception. Il y a une seule exception. Est-ce que c'est toujours mal la comparaison? Non. Les Chachamim donnent, est-ce que vous connaissez un cas où on dit que l'exception, on dit que c'est bien la comparaison? Ça s'appelle comme ça. Comment? On se compare à un sage en Torah. Alors, on veut faire mieux pour lui ressembler. Alors en fait, c'est pas pratiquement, c'est pas, on dit comme ça, kinat sofrim tarbe chorma. Quand on jalouse un sofer, ça peut être soit un sage en Torah, soit un écrivain, quelqu'un qui a produit quelque chose. Quand on jalouse quelqu'un qui a produit quelque chose, tarbe chorma, ça va multiplier la sagesse. Ça veut dire que quand tu jalouses, pas ce qu'a l'autre, parce que ce qu'il a, c'est tu fantasmes. Tu crois que tu sais ce qu'il a, je sais pas, mais que tu jalouses quelque chose qui a été réalisé. Voilà, ah ça y est, il a écrit un livre. Ah ça y est, il a fini de monter sa boîte. Moi aussi, ça va te motiver à toi aussi rentrer en branle. Allez, il faut que je crée ma boîte. Ah ça y est, il faut que je sois embauchée. Ça y est, il faut que je fasse ma alia. Ça y est, il faut que je réussisse à organiser un cours comme Charlotte et que, allez, il faut que j'y arrive. Voilà, s'il y en a ici qui jalousent les éclairés d'avoir organisé un cours, ça c'est marbe chorma. Parce qu'il y aura quoi? Il y aura encore plus et encore plus de... C'est la seule exception que j'ai trouvée. Mes amis, vous êtes uniques, vous êtes singuliers, ayez le goût de vous et vous allez voir, c'est addictif. Vous allez avoir le bonheur de vivre une vie unique. C'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur.